Je vaincrai les plus forts. Je vais battre le plus fort de toute la nation. Arrêtez-vous quand vous voulez. Baki n'est plus le combattant le plus fort du monde. Sa propre famille s'en est chargée depuis les racines du Japon. Un guerrier légendaire a été ramené par son grand-père pour mettre fin à son règne d'ennui. Miyamoto Musashi, le samouraï légendaire, est arrivé sur Terre pour vaincre tous ceux qui osent lui faire face, tranchant en deux ceux qui ne sont pas assez forts pour l'amuser. Mais avant d'entrer dans cette histoire, nous adressons un remerciement aux membres du club Elite Enminutos pour leur soutien. Ils sont le moteur de la chaîne. Pour rejoindre la famille, clique simplement sur « Rejoindre ». La narration nous transporte directement au cœur de la ville, où l'on nous présente notre protagoniste, Baki, qui se trouve en train de réfléchir seul au sommet d'un grand escalier extrêmement raide. Alors qu'il observe l'horizon depuis les hauteurs, Baki admet intérieurement que monter ces marches n'a rien représenté de spécial, pas même un défi physique digne d'être mentionné. Il s'ennuie profondément, et il est en quête constante de nouvelles émotions capables de secouer son esprit. Alors que ses pensées traversant son esprit, il devient évident qu'une vapeur étrange et blanchâtre émane de son corps, comme si son organisme fonctionnait à une température inhabituellement élevée, provoquant l'évaporation instantanée de toute sa sueur au contact de l'air. À ce moment, une idée audacieuse lui vient. Il prévoit de descendre les escaliers aussi vite que possible, pensant que ce sera peut-être plus intéressant. Après avoir avalé sa salive, Baki se jette dans le vide. Sans mesurer les conséquences, il traverse la structure en un clin d'œil, effectuant des sauts prodigieux de 12 marches à la fois. Même durant cette descente vertigineuse, il s'offre le luxe de bâiller d'ennui. Arrivé en bas, est-il encore déçu? Non loin de là, un guerrier nommé Sam Atlas reste immobile sur le ring, tandis qu'un mannequin soulève la ceinture en jeu. Cependant, Atlas semble las et pensif. Son adversaire, au contraire, déborde d'excitation, garde les poings levés, attendant impatiemment le signal de l'arbitre pour lancer son offensive. Cependant, défiant toute attente, Atlas détourne le regard vers la sortie, comme si son seul désir était de quitter cet endroit. Après 7 ans, en tant que champion incontesté, l'homme est épuisé. L'absence d'un adversaire digne a transformé la ceinture en un objet dépourvu de valeur, quelque chose qui ne signifie absolument plus rien pour lui. L'adversaire, remarquant la distraction, profite du moment et se jette sur lui. Atlas réagit instantanément, assène un coup de poing dévastateur à la mâchoire qui fait perdre connaissance à son adversaire. En une fraction de seconde, il le ceinture, le soulève et le projette violemment au sol, provoquant une fracture évidente de sa mâchoire. Non satisfait, Atlas poursuit son assaut avec une rafale implacable de coups, obligeant l'arbitre à intervenir physiquement pour le bloquer et lui ordonner d'arrêter. Le champion ne reprend conscience de ses actes qu'après, réalisant avoir usé d'une violence bien excessive. Devant lui, le sujet gît les yeux révulsés, dépourvu de vie. Malgré la brutalité de la scène, les journalistes envahissent le ring, impatients de recueillir ses premiers mots. Après le dénouement violent survenu devant les caméras, Atlas annonce sa retraite définitive des rings, ne trouvant plus de sens à affronter des adversaires qu'il juge bien inférieurs. Ce même après-midi, il avoue au maître Tokugawa qu'il n'a pas pu effacer de son esprit le combat légendaire des Hanma. Ce fut la première fois qu'il a pu assister à la perfection absolue dans le combat. Et maintenant, il désire ardemment tester ses propres compétences contre ce garçon qu'on appelle Baki. Sachant que Tokugawa agit comme son promoteur, il le supplie avec insistance d'organiser la rencontre. Il est tout à fait prêt à renoncer à toute forme de paiement pour le combat. Tokugawa peut conserver la totalité des gains, car Atlas ne s'intéresse qu'à mesurer sa force contre un véritable combattant. Contre toute attente, Tokugawa lui assure qu'il pourra se battre dès ce soir. Il ne compte pas lui faire perdre plus de temps, puisqu'il est venu chercher un défi et qu'il l'a enfin trouvé. Le vieil homme passe un appel à Baki à cet instant précis, fixant le combat pour quelques heures plus tard. Atlas reste stupéfait par la rapidité de l'organisation, mais accepte le défi sans hésiter. Face à face, Atlas reste perplexe en observant Baki. Le jeune homme, qui fait à peine la moitié de sa taille, paraît presque un enfant, mais chaque cicatrice est une histoire de douleur accumulée. Atlas le fixe du regard et comprend qu'en dépit de sa jeunesse, il a devant lui un véritable guerrier. Le gigantesque Atlas reste sans voix à la vue du monstre colossal qui semble émerger derrière Baki, même s'il a l'impression d'avoir déjà vu cette image quelque part. Quelques secondes plus tard, l'arbitre leur précise que tout est permis. Tant qu'ils n'utilisent pas d'armes, ils peuvent employer n'importe quelle technique à leur disposition pour obtenir la victoire. Peu après, le public commence à acclamer Atlas avec force, et il commence à croire qu'il a réellement une chance de gagner ce combat si inégal. Face à lui, Baki reste debout,
effectue quelques sauts légers, sans être impressionné par la taille d'Atlas. Une fois que le son du tambour marque officiellement le début du combat, la narration change radicalement, et nous voyons Atlas allongé près d'une piscine, profitant tranquillement du soleil. C'est lui qui nous raconte maintenant comment tout s'est passé sur le ring. Sa première attaque a été un puissant coup de pied circulaire que Baki a esquivé sans difficulté. Ensuite, il lui a lancé son poing chargé de toute sa force, mais il n'a pas réussi à porter le coup. Cependant, Baki s'est déplacé à une vitesse qu'Atlas n'a pas pu anticiper. Il l'a saisi par la tête avec une force surnaturelle. Atlas a senti que son crâne allait exploser à tout moment, mais Baki a fait quelque chose de différent. Il s'est mis à le secouer violemment, faisant heurter son cerveau contre les parois internes, jusqu'à ce qu'Atlas perde connaissance. Le combat n'a duré que quelques secondes, et Atlas réalise qu'il existe des personnes à un niveau inatteignable pour lui. Étonnamment, il se sent heureux de sa défaite. Non loin de là, le maître Tokugawa retrouve Hitoshi, qui les guide à travers son laboratoire pour leur montrer les dernières avancées. Cependant, avant de voir les résultats, ils doivent descendre à 366 mètres de profondeur en utilisant un super ascenseur de dernière technologie. Une fois dans les installations, Tokugawa montre au Premier ministre les restes conservés de Musashi Miyamoto. Le docteur John, chef scientifique du projet, a réussi à extraire de l'ADN de sa moelle épinière, dans le seul but de le ramener à la vie. Bien que le docteur John n'ait de l'expérience que dans le clonage de dinosaures, il affirme que le processus fondamental reste le même. Lorsqu'il a présenté ses découvertes à la Commission internationale des sciences, il a été catégoriquement rejeté, traité de fou et exclu de la communauté. Mais ce n'était pas la fin de sa carrière. Un jour, un homme en costume s'est présenté à son bureau avec une mallette remplie d'argent. L'inconnu lui a expliqué que ce n'était qu'une avance pour garantir une rencontre avec son patron. Cet homme l'a conduit devant Tokugawa, qui est allé droit au but, et lui a proposé le corps de Musashi Miyamoto, le plus célèbre épéiste du monde, afin qu'il soit cloné. Ce jour-là, John a découvert le laboratoire et a commencé l'analyse de l'ADN. Il découvrit avec étonnement, depuis sa moelle épinière, qu'il avait des traits félins. De plus, ses os étaient nettement plus épais que ceux d'un humain normal, ressemblant davantage à une armure biologique qu'à toute autre structure connue. Un autre guerrier qui a continué à s'entraîner après avoir vu le combat mythique père-fils. C'est Katsumi, qui a passé des journées entières avec Goki, à perfectionner sa technique de coup de pied tranchant. À la fin de l'entraînement, son maître lui dit que son père, Doppo, s'entraîne lui aussi intensément, mais qu'il a choisi de le faire dans la solitude totale, sous la cascade, près de la montagne. En plus de cela, Izomotov est également isolé dans la forêt depuis plusieurs semaines. Comme lui, tous les combattants s'entraînent avec une intensité sans précédent. L'affrontement de Baki a éveillé quelque chose de profond et sauvage en eux. Kosho, Kureha, Jack et Kaio s'entraînent chacun à leur manière, mais tous partagent le désir ardent de devenir plus forts. Même Monsieur Olive a eu un traitement spécial en prison pour s'entraîner à des horaires inhabituels. Seul Kaoru reste inchangé, bien qu'il prépare peut-être autre chose. Maintenant que nous savons tout, nous retournons au laboratoire, où John utilise une pipette millimétrée pour introduire l'ADN de Musashi dans un ovule à croissance rapide. En seulement 28 jours, ils auront un fœtus prêt. Le clonage prendra environ 11 mois, mais au laboratoire, chacun observe déjà son déroulement. Le corps immense de Musashi Miyamoto grandit et se forme lentement à l'intérieur du flacon géant, construit spécialement pour lui. Lorsque le moment arrive, le docteur John donne l'ordre et la naissance débute. Quelques minutes plus tard, Musashi naît comme un adulte accompli. Après lui avoir coupé les ongles trop longs durant la maturation, les médecins le transfèrent en chambre privée. Tokugawa pleure devant la perfection du résultat. Bientôt, le monde connaîtra le véritable homme le plus fort de l'histoire, et les bâillements constants d'ennui de Baki prendront enfin fin. Le lendemain matin, Kaoru se présente devant Tokugawa pour lui faire une demande similaire à celle d'Atlas. Veut-il affronter l'ogre ? Il n'a pas pu oublier ce combat d'il y a 5 ans, où il a été humilié, et ses os ont fini brisés. Maintenant, il se sent prêt pour la rencontre. Alors il demande au vieil homme de le ramener en ville pour avoir un affrontement décisif. Le corps de Musashi Miyamoto a été parfaitement créé, mais après 81 heures, aucune activité cérébrale n'est détectée. Face à cette crise, John a réuni les meilleurs experts pour l'aider à résoudre ce problème imprévu. Tokugawa évoque sa sœur. Certains la voient comme une arnaqueuse, d'autres comme une vraie chamane. Il est certain que durant son enfance, il a été témoin d'événements dépassant toute connaissance médicale. Pour lui, le corps de Musashi ne réagit pas pour une raison très simple. Il lui manque une âme, et il pense que seule sa sœur peut les aider dans ce dilemme. Au même moment,
Sabuko escroque des jeunes dans la rue en leur proposant d'invoquer des esprits pour répondre à leurs questions, beaucoup croyant sincèrement à son don. Sous ses ordres, il l'amène pour analyser le cas de Musashi. Il écoute attentivement les données techniques, et à la surprise de tous les médecins et experts présents, il indique que s'ils avaient adapté les enzymes à 20%, le clone aurait été parfait. Les scientifiques ne faisaient que soupçonner cette information et la garder en secrète. Comment cette femme pouvait-elle la connaître? Elle leur assure calmement qu'en 5 minutes, elle aura fini, donc plus d'inquiétude. Elle avertit que le visage du clone n'est pas correct, car il a changé à chaque vie qu'il a prise au combat, mais assure qu'il y a une solution. Elle se penche aussitôt et commence le rituel d'invocation. En disant son nom, sa posture change. Sabuko s'approche du corps inerte de Musashi et lui donne un baiser. Aussitôt, les capteurs qui surveillent les ondes cérébrales s'activent et deviennent fous. Le corps du clone subit une transformation soudaine. De multiples cicatrices apparaissent de nulle part sur sa peau, et son visage, auparavant parfait, devient radicalement différent et féroce. Musashi se réveille brusquement, saisit Sabuko par le visage, et la jette au loin avec mépris, puis menace de tuer toutes les personnes présentes s'ils ne répondent pas immédiatement à ses questions. Après 2 heures d'explications sur le processus complexe de son retour, Tokugawa lui révèle qu'il a été ramené uniquement dans le but de se battre, et Musashi accepte le défi, sans hésiter une seule seconde. Cependant, l'époque moderne s'avère trop accablante pour être assimilée aussi rapidement. Il faut du temps aux guerriers pour s'adapter, ou du moins accepter qu'ils ne se trouvent plus dans le Japon impérial, ce monde où régnaient les chevaux et les katanas. Tokugawa le conduit finalement jusqu'à l'arène de combat. Là, parmi le sable mêlé aux dents de ceux qui mordent la poussière, Musashi se sent enfin à l'aise dans le présent. Peu après, Sabu arrive avec ses katanas. Aujourd'hui, il est reconnu comme le meilleur épéiste mondial. Découvrons comment il affronte une légende du passé. Mais à peine s'approche-t-il suffisamment, Sabu reste paralysé, terrifié et couvert de sueur. Il supplie Tokugawa de lui pardonner, refusant le combat, après avoir avoué qu'il a déjà perdu 7 fois, sans même avoir dégainé son arme. Sabu explique que les vrais guerriers sont capables de se battre et de décider de l'issue d'un combat avant même de dégainer. Selon cette logique, il a déjà été vaincu. Il lui décrit en détail chaque coup mortel reçu dans son esprit. Ensuite, Musashi demande la permission d'essayer les épées de l'homme, mais celles-ci se brisent instantanément au contact de ses mains. D'après le légendaire samouraï, les soi-disant épées légendaires de la famille de Sabu ne sont que des babioles sans valeur. Il veut récupérer ses armes. À la tombée de la nuit, Kaoru se rend à l'endroit indiqué par le vieil homme et se retrouve face à face avec l'ogre. Yujiro est revenu uniquement pour réaliser son désir, et tous deux s'engagent en Ngi dans un combat brutal au milieu de la rue. Kaoru ouvre l'affrontement avec un super coup de poing dévastateur dans lequel il met tout le poids de son corps. Le coup est massif et Yujiro le reçoit en plein visage. Cependant, lorsque la poussière retombe, l'ogre reste intact, affichant un sourire maléfique et prêt à contre-attaquer. En un instant, sa paume ouverte frappe le visage de Kaoru avec une telle force que les dégâts sont immédiats et évidents. Lorsque le combat se termine, Tokugawa lui montre le résultat de l'affrontement. Les caméras ont filmé Kaoru traversant tout le magasin après un seul coup de paume. Il est évident qu'il ne fait pas le poids face à l'ogre. Malgré sa défaite écrasante, Kaoru se sentait étrangement heureux. Cependant, dès que l'enregistrement de sécurité s'est terminé, Baki a sursauté de son siège. Derrière lui se trouvait Musashi, qui l'a félicité calmement pour ses excellents réflexes. Baki ne met pas longtemps à rassembler les pièces et à comprendre la véritable identité de cet homme mystérieux. Néanmoins, Tokugawa refuse de l'admettre ouvertement, en raison de possibles complications juridiques. Si la rumeur d'un clone humain se propageait, ses plans seraient bloqués par la bureaucratie internationale. Peu intéressés par les subtilités juridiques, les deux guerriers sortent s'entraîner dans la cour. En joignant ses mains, Musashi canalise une lame invisible et tranchante, que Baki visualise clairement. Pour la première fois depuis longtemps, le jeune homme cesse de bâiller. Sa première attaque est facilement esquivée. Musashi saisit fermement la jambe de Baki et le soulève dans les airs comme un drapeau. Les coups de pied de Baki ne servent à rien. Musashi le projette ensuite violemment au sol, avec une force si colossale que le garçon perd connaissance et le combat. Lorsqu'il se réveille, Baki déborde de bonheur. Incapable de décrire l'expérience, il sort aussitôt observer Musashi s'entraîner. Le samouraï est en train de briser des tiges de bambou parmi les plus résistantes de la région, comme s'il s'agissait de simples brins de paille. Bien que Tokugawa lui assure que Baki est l'homme le plus fort de la Terre, Musashi ne se montre pas impressionné. Il admet que le jeune homme peut être fort, mais affirme qu'il n'est pas un véritable guerrier. Après cela, il refuse une revanche immédiate et demande la permission au vieil homme de sortir explorer.
À ce moment-là, Baki se sent profondément insulté. Alors il décide de l'attaquer avec son jab supersonique. Le coup est direct et précis, faisant chanceler Musashi. Cependant, le samouraï avoue ignorer ce type d'attaque moderne et a choisi de ne pas l'esquiver pour tester la technique. Après cet échange, Musashi décide finalement de prendre le garçon au sérieux et lui offre une nouvelle chance de l'affronter, mais cette fois dans un duel à mort. Baki accepte le défi et prépare sa posture de combat. Mais Musashi est capable de lire et de prévoir chacun de ses mouvements à l'avance. Non seulement il arrête Baki, avant même que celui-ci ne puisse commencer sa manœuvre, mais il utilise aussi son sabre canalisé, pour lui infliger une coupure transversale de l'épaule vers le bas. Il n'y avait ni sang, ni blessure visible, seulement une douleur interne intense, comme si son corps se séparait sans se séparer physiquement. Il agissait guidé par l'instinct et la douleur. Baki tente d'attaquer à nouveau, mais Musashi l'esquive avec élégance. Après l'avoir félicité d'avoir supporté l'impact, le samouraï s'en va pour découvrir le monde moderne. À peine s'est-il éloigné que Baki s'effondre au sol, complètement inconscient. En ville, Musashi s'émerveille devant le déploiement technologique, mais bientôt des policiers le prennent pour quelqu'un sous l'effet de la drogue, simplement parce qu'il marche pieds nus. Cependant, avant qu'ils ne puissent le toucher, le guerrier du passé les met KO avec une efficacité terrifiante. Pendant ce temps, Baki n'arrive pas à assimiler ce qui vient de se passer. Finalement, il a trouvé quelqu'un qui le surpasse largement en force. L'impact du coup fantôme résonne encore dans son corps, et loin d'être intimidé, il ressent une faim vorace pour un nouvel affrontement. Ce même après-midi, le jeune homme retourne à son refuge pour créer une technique qui capture son essence et rétablisse l'équilibre. Cependant, au journal local, les images de Musashi battant les agents sont devenues virales. Tous les combattants cités regardent le reportage et saisissent aussitôt que la vitesse de cet homme est écrasante. Katsumi, en particulier, se rend compte qu'il s'agit du véritable Musashi Miyamoto, aussi impossible que cela puisse paraître. À la tombée de la nuit, 2 détectives suivent la piste de Musashi et le voient entrer dans le manoir de Tokugawa. Quand il tente d'avertir le vieil homme de la présence possible d'un fugitif sur sa propriété, il leur ordonne fermement de partir. Après avoir menacé d'appeler le surintendant de la nation, il les chasse et clôt l'affaire. Dans la pièce voisine, il attend avec impatience l'occasion de défier Musashi en duel, et dès que le légendaire samouraï apparaît, la rencontre est immédiatement fixée. Cependant, avant d'échanger des coups, Doppo décide de faire une démonstration de ses compétences. Bien que le karatéka brise des blocs de pierre et du bois comme si ses mains étaient de véritables lames, la démonstration n'impressionne pas Musashi, qui se met simplement en garde et lui demande de l'attaquer de toutes ses forces. Avant que Doppo ne puisse même adopter sa position de combat, Musashi l'atteint, avec ses épées d'énergie canalisées. L'homme chauve tente d'assimiler la douleur aiguë qui parcourt son corps. Musashi le frappe de plein fouet avec un jab qu'il a appris en observant Baki. En un instant, le sang jaillit de son nez et de sa bouche, mais Doppo refuse d'être vaincu. Il souhaite affronter le samouraï à sa pleine capacité et exige qu'il brandisse une véritable épée, car il méprise les illusions. Tokugawa autorise Musashi à utiliser une vraie lame, conscient que cela pourrait signifier la mort de Doppo, qui accepte le risque. Sans hésiter, Musashi rit, se moquant que Doppo se prenne pour le dieu des arts martiaux. Lassé des provocations, Doppo se jette sur lui avec sa meilleure offensive. Mais une milliseconde avant que son coup ne touche, Musashi dégaine son katana et assène un coup tranchant mortel en plein centre de son visage. La lame s'enfonce à peine d'1 centimètre dans son visage et Musashi utilise le poids de son propre corps pour le projeter violemment contre le sol. À première vue, on dirait que le visage de Doppo a été fendu en deux. Mais en réalité, le niveau de maîtrise samouraï de Musashi est si impressionnant qu'il est capable de décider exactement quand l'épée coupe et quand elle ne coupe pas. Il l'a donc simplement plaqué au sol avec l'acier. Sur le visage de Doppo, il ne reste qu'une marque rouge à cause de l'immense pression. Mais sa peau au niveau de l'épiderme reste intacte, ce qui semble impossible, étant donné que Musashi tient au sol l'une des épées les plus mortelles et tranchantes jamais forgées. Doppo reste complètement immobile. Il est vaincu. Plus tard, il avoue à Tokugawa que recevoir la pitié de Musashi est une punition pire que la mort. Il aurait préféré lo matara en el acto, pero ahora que ha Bien qu'il pense ne pas le mériter, il veut utiliser ce temps pour améliorer ses compétences. Non loin de là, Retsu annonce officiellement sa retraite de la boxe, car il ne trouve plus aucune excitation à se battre en se limitant uniquement à ses points. Il veut un vrai défi, et, en apprenant la chute de Doppo, ressent une profonde curiosité. Katsumi, lui, est enthousiaste et veut le vivre lui-même. Si cet homme, appelé Musashi, est aussi fort qu'on le dit, il désire ardemment avoir l'opportunité de l'affronter lui aussi. esto sucede, Miyamoto se encuentra asombrado. Devant un simple briquet.
Il n'arrive pas à croire qu'une chose aussi puissante et implacable que le feu soit enfermée dans un objet aussi petit et particulier. Tokugawa apparaît peu après pour l'informer que, dans 3 jours, il affrontera le représentant de la dynastie Ming, un homme appelé Retsu, qui a voyagé de très loin pour se battre contre lui. Ils se rencontrent peu après, et Retsu demande officiellement à Tokugawa d'autoriser l'usage d'armes. Il soutient qu'il ne peut pas affronter un samouraï légendaire si celui-ci n'a pas son sabre en main, car sinon la victoire de Retsu serait entachée par l'inégalité. À cet instant précis, l'aura de combat de Musashi le trahit, et Retsu profite de son inattention pour lui lancer un coup de pied. Musashi parvient à arrêter l'impact, brisant la prothèse de son adversaire au passage, mais Retsu réagit avec agilité, le frappant à la nuque avec son autre jambe et le faisant tomber au sol. Musashi sourit avec une expression d'impatience face à la bataille à venir. Il apprécie ce jeune homme, même s'il regrette de devoir le tuer dans 3 jours. Dans son dojo, Retsu s'entraîne intensément avec son épée et ses couteaux. Il affronte les meilleurs élèves de son maître et les bat sans difficulté. Cependant, le véritable entraînement commence lorsque son maître sort 2 épées. Pour éviter d'être tranché, Retsu doit maîtriser la technique de la plume. Au début, son mentor lui inflige plusieurs coupures superficielles, mais l'intensité augmente, jusqu'à ce que le disciple reçoive enfin un coup d'épée direct, sans que celle-ci coupe sa peau. À la place, Retsu tourne avec une rapidité étonnante. Son corps dissipe la force de l'impact en tournant dans le sens de la coupe, gardant sa peau intacte malgré le contact direct avec la lame. Après 4 tentatives infructueuses, Retsu parvient enfin à maîtriser le Shaoli, la technique du vent, et il est profondément fier de ses progrès. Cependant, Motobe apparaît de l'ombre pour l'avertir que cela ne suffira pas pour vaincre Musashi. Être une plume ne suffit pas face à une telle légende. Miyamoto lui-même démontre cette vérité lors de sa séance d'entraînement. Il se place sous un arbre et, avec une vitesse surhumaine, il tranche chaque feuille qui tombe 2 fois en un seul instant. À la fin, une plume d'un oiseau effrayé descend lentement et il la tranche sans la moindre difficulté. Le secret de Musashi est dans sa technique. Il maîtrise l'acier à sa guise grâce à la position de sa hanche. Il peut rendre la coupe lisse ou fermée, plate ou arrondie. Essentiellement, son épée imite toutes les lames existantes, selon sa posture. Lorsque les 3 jours s'écoulent enfin, l'arène est bondée. Au centre, une montagne de sable avec diverses armes enfouies sert de prélude à ce qui va arriver. Pour la première fois dans l'histoire, un combat à mort avec des armes va avoir lieu. Et le public attend dans un silence de mort, conscient qu'il est sur le point d'assister à la possible fin d'un homme. Avant le combat, Baki se présente dans les vestiaires pour encourager Retsu. Mais il lui lance un avertissement sévère. Il ne doit pas être trop confiant, car Musashi est très dangereux, et Baki a lui-même perdu 2 fois contre lui en une journée. Pendant ce temps, Musashi se trouve déjà dans l'arène, attendant le moment. Une fois que les règles du combat sont établies, le son du tambour marque le début officiel de l'affrontement. À cet instant, un silence de mort s'empare du lieu, et les spectateurs, captivés par la tension, oublient de crier ou d'encourager. Le premier à attaquer est Retsu. En ouvrant sa veste, il révèle des dizaines de couteaux prêts à être lancés, un par un. Il les lance avec une vitesse incroyable, mais aucun ne parvient à blesser Musashi, le légendaire épéiste. Il se permet même le luxe de couper l'un des projectiles avec son katana, d'une manière si précise qu'il n'en modifie même pas la trajectoire originale. Après avoir épuisé ses couteaux, Retsu lance de la terre et des pierres avec sa veste au visage de son adversaire. La vitesse des impacts brise la peau de Musashi. Il rit simplement, et le traite d'enfant jouant par terre, le prévenant de prendre le combat au sérieux sous peine de mourir bientôt. Au moment où Musashi croit avoir l'avantage, Retsu lui lance sa veste au visage, non pour le frapper mais pour lui bloquer la vue. Cela suffit-il pour saisir une nouvelle arme sur le monticule? L'impact après avoir déchiré la veste a violemment renversé Musashi, lui infligeant une blessure au visage. Dans ses mains, Retsu brandissait la chaîne à 9 sections, une arme très rapide lui permettant de maintenir la distance de sécurité. Alors que le sang de Musashi commençait à tacher le sable, le samouraï s'est mis à analyser froidement le schéma de mouvement de l'arme. Lors de l'assaut suivant, il arracha les chaînes à Retsu et les détruisit complètement d'un seul mouvement magistral. Peu après, Musashi décida de réduire la distance pour remettre sa propre épée au jeune homme. Il affirma que si Retsu souhaitait affronter un véritable samouraï, il devait brandir une lame d'acier. À cet instant, Retsu attrapa l'épée et riposta, le frappant avec la poignée et le faisant tomber avec 3 coups précis, évitant délibérément d'utiliser la lame. Musashi heurte le sol avec son visage pour la 2e fois et décide alors d'arrêter de plaisanter. Quand Retsu attaque de nouveau, Musashi le saisit fermement par le pied, répétant la manœuvre déjà utilisée contre Baki. Ensuite, il le secoue avec une force colossale, faisant s'écraser Retsu violemment contre le sol.
Bien que Retsu parvienne à encaisser l'impact et à retrouver son équilibre, ses yeux sont devenus complètement blancs, révélant qu'il était mis KO debout. Lors de sa prochaine offensive, Musashi le fait tomber à nouveau. Mais ces quelques secondes au sol donnent à Retsu l'occasion de reprendre conscience. Lors du combat rapproché, la brutalité s'accentue jusqu'à ce que les os craquent et que le bras de Retsu se fracture, alors que le guerrier chinois lève les yeux. Malgré la douleur, il voit Musashi choisir calmement une nouvelle arme dans le sable, n'ayant plus d'autres options à sa portée. Retsu réfléchit à ses alternatives et finit par imiter la posture de combat caractéristique de Baki. À cet instant précis, Musashi l'attaque brutalement avec une machette. La lame frappe de plein fouet le visage de Retsu, mais miraculeusement, la position de la hanche de Musashi a neutralisé le tranchant. À la dernière seconde, contre toute attente, Retsu profite de l'immense force que Musashi a mise dans son coup et effectue une roulade incroyable, l'utilisant comme impulsion pour placer un coup de pied qui frappe directement le visage du samouraï. Le coup inflige de lourds dégâts au guerrier légendaire, qui parvient à peine à se relever dans les secondes qui suivent. Retsu hésite trop longtemps à achever son adversaire, et lorsqu'il se décide enfin à attaquer, Musashi l'attrape en utilisant les rubans de son propre costume. Musashi entoure ses jambes et son cou avec une force étouffante. Il l'enveloppe à nouveau dans un cocon, où Retsu se retrouve complètement immobilisé, ligoté par une prise qu'il n'a pas su anticiper ni contrer. Pour Retsu, ce moment rappelle celui vécu par Doppo, après avoir été soumis alors qu'il était maître des arts martiaux. C'est une humiliation pire que la mort. Une fois que le combat est terminé pour lui, Musashi le libère. Mais avant cela, il brise sa propre épée en signe évident de déshonneur. Ensuite, il lui demande de lui montrer ce mouvement. Une fois de plus. Lorsque Musashi lance l'attaque, Retsu exécute le Shaoli, mais cette fois le samouraï anticipe et lui tranche la prothèse d'un coup précis. Retsu reste debout comme si de rien n'était, jusqu'à ce que, soudainement, une ligne de sang apparaisse de son front, jusqu'à son nombril. Musashi a fait une coupe verticale parfaite, mais elle reste superficielle. Alors que son sang commence à se répandre sur le sol de l'arène, Retsu lance une dernière offensive désespérée, mais Musashi l'attend avec le tranchant de son sabre. Le poing de Retsu arrête la lame, mais pas avec les jointures, il reçoit l'impact directement dans la chair. Son poing est fendu en deux, coupé en son milieu. Un instant. Retsu pense avoir l'avantage en piégeant la lame dans ses tissus et se prépare à contre-attaquer. Cependant, Musashi le soulève du sol avec une force incroyable, et tandis que le corps de Retsu tourne dans les airs, le légendaire samouraï exécute une coupe parfaite. La lame inflige des dégâts dévastateurs. Les entrailles de Retsu sont éparpillées sur le sol, et quelques secondes plus tard, le guerrier cesse de bouger pour toujours. Aussitôt après, Musashi rengaine son épée et se retire dans un silence de mort. Il n'y a ni cri, ni célébration, seulement une profonde honte parmi les spectateurs. L'équipe médicale arrive en urgence dans l'arène, mais il est déjà trop tard pour Retsu. Son corps doit être rassemblé avec des bandages pour les funérailles. La ville a quitté au moment même de cette dernière entaille. En sanglotant, Tokugawa se lamente profondément d'avoir organisé la rencontre, mais le remords arrive trop tard. Musashi Miyamoto avance parmi la foule comme une force de la nature. Rien ne semble pouvoir l'arrêter à notre époque. Le lendemain matin, Musashi admet que Retsu a véritablement réussi à le captiver. La force avec laquelle le guerrier chinois a pressé l'acier avec son poing brisé était quelque chose de surhumain. Cependant, sa volonté a faibli une milliseconde avant la fin, et cette petite faille a permis au samouraï de le surprendre. C'est, selon Musashi, la seule raison pour laquelle Retsu est maintenant mort. Ensuite, il confie à Tokugawa son impatience pour le prochain combat, et lui demande l'identité de son futur adversaire. Pendant ce temps, Baki cherche Motobe pour lui demander de lui enseigner des techniques anciennes de combat, mais le maître refuse catégoriquement. Sa résolution est ferme. Il protégera les combattants modernes de la létalité de Musashi. Baki, offensé, il lui conseille de ne pas être aussi arrogant et lui rappelle que ce n'est pas son devoir de les protéger, car tous ici sont des guerriers et acceptent le risque. Motobe le défie alors de l'attaquer de toutes ses forces, décidé à lui prouver la monstruosité à laquelle ils font face. Baki lui obéit et se jette sur lui avec férocité. Soudain, un grand nuage de fumée lui ôte la vue. Et lorsqu'il parvient à réagir, il sent le froid du métal d'une dague sur la nuque. Motobe la tient fermement, et lui avertit que Musashi vient d'une époque où la défaite signifiait la mort. Il n'y a pas de seconde chance dans son esprit. Eux sont des combattants apprenant à chaque combat, alors que Miyamoto vient de vraies batailles. Ce n'est pas un sportif, mais un guerrier, et c'est la première leçon à apprendre. De retour au manoir Tokugawa, la police est venue en masse pour arrêter Musashi pour le meurtre de Retsu. Mais celui-ci brise les chaînes qu'ils essayent de lui mettre avec une facilité déconcertante. Pendant ce temps, le vieil homme avertit les officiers
qu'ils sont sur le point de commettre une erreur irréparable. Déjà à la gare centrale, Takeho, le sergent de police et champion national de kendo, attend. Désireux d'affronter Musashi en duel, il souhaite ardemment mettre ses compétences à l'épreuve contre l'épéiste légendaire. En voyant ses armes en bois sans tranchant, Musashi se sent profondément insulté. Il avance directement. C'est simple, mais d'une efficacité dévastatrice. En un instant, l'arme en bois se désintègre en fibres, et la force brute de l'impact se propage dans le manche, secouant le corps de Takeho avec une telle violence qu'il le fait tomber complètement sous le regard stupéfait des personnes présentes. Avec Takeho vaincu et humilié, Shibukawa apparaît parmi la foule d'officiers et lance quelques compliments sarcastiques. Il demande ensuite à Musashi de lui serrer la main. Dès que le samouraï accepte, il est aussitôt piégé par la technique du maître Musashi. Soudain, son corps lui paraît peser une tonne. Il ne peut bouger ni se libérer, puis il se retrouve au sol quelques secondes plus tard. Avant que Musashi ne puisse comprendre ce qui se passe, Shibukawa le frappe directement au visage et lui précise froidement que Retsu était son ami. Musashi se relève peu après, acceptant le coup avec un calme troublant, comprenant que le vieil homme ne faisait que se défouler pour son camarade tombé. Intrigué, il lui demande de lui expliquer la nature de cette technique. Shibukawa mentionne l'aiki, une compétence développée des siècles après la mort de Miyamoto. À ce moment-là, Musashi propose un combat d'exhibition. Mais alors que le vieil homme s'étend en parlant des merveilles de son art, le samouraï attaque sans prévenir. Lançant une attaque tranchante avec ses épées d'énergie canalisées, Shibukawa tombe au sol, se tordant de douleur pendant quelques secondes, mais il parvient à se relever et admet la dure réalité. L'aiki ne suffit pas lorsqu'on affronte un corps perfectionné biologiquement et une volonté aussi aiguisée. Il avoue qu'il ne serait pas capable de le vaincre, même s'il essayait 1000 fois. Grâce à cette entente, il se serre la main, et le maître le remercie de ne pas avoir franchi les limites ni pris sa vie. Sur les traces de Baki, Yujiro convoque Motobe pour exiger des informations sur Musashi Miyamoto, mais celui-ci refuse catégoriquement de coopérer. Il a juré de ne laisser personne d'autre affronter ce monstre, craignant que tous ne subissent le même sort que Retsu. Cependant, ce n'est pas une décision que Motobe puisse prendre. Ce même après-midi, Yujiro se trouve déjà dans le manoir de Tokugawa, buvant du saké avec Musashi, et partageant un moment étrangement agréable avant la boucherie imminente. La tension éclate lorsque Yujiro ouvre la bouteille suivante d'un geste si létal qu'un éclat de verre est projeté, venant se loger dans le visage de Musashi. En voyant son propre sang, le samouraï comprend que l'affrontement a commencé. Tous deux sortent dans la cour pour avoir de l'espace. L'ogre face à Musashi Miyamoto, un combat qui marquera l'histoire. Le premier coup que reçoit Musashi est le même impact dévastateur de la paume qui avait projeté Kaoru à travers la boutique. La force est telle qu'elle le fait reculer. Lors de sa contre-attaque, Musashi tente de trancher l'adversaire, mais Yujiro attrape l'épée à main nue. En réponse, le samouraï utilise l'élan pour le projeter dans les airs. Yujiro libère alors une aura terrifiante, et Musashi a recours à sa technique des deux cieux pour le couper en deux. Cependant, il ne parvient qu'à lui infliger une égratignure à la jambe. Musashi lance une attaque directe vers le cou. Mais Yujiro l'arrête net, et riposte avec un coup d'une telle puissance qu'il le met à terre. La lame du samouraï. Il l'a à peine égratigné, mais Musashi tombe au sol, se tordant de douleur sous le choc. À ce moment, Musashi, agréablement surpris, pose ses épées physiques pour se concentrer sur le combat. Il attaque Yujiro avec tout son arsenal d'épées et d'énergie. Mais Motobe, de façon inattendue, s'interpose pour protéger l'ogre et reçoit le coup. Motobe est si gravement blessé que le combat s'arrête aussitôt. À son réveil, Musashi et Yujiro sont déjà partis, le laissant en convalescence. Il supplie Tokugawa d'organiser un duel officiel et, comme pour Retsu, où tout est permis. Il prévient que sans accord, il continuera d'intervenir dans chaque combat, estimant que seul lui peut éliminer la menace que représente Musashi. Cette même nuit, Tokugawa informe Jack Hammer que, pour atteindre Musashi, il devra d'abord affronter Motobe. Jack, fidèle à sa nature, accepte le défi sans hésiter. Peu de temps après, il le trouve dans un parc et le défie à un combat immédiat. Bien que Hammer mesure 2,5 mètres de pur muscle, Motobe l'accueille, de manière peu conventionnelle. Il lui lance un mégot de cigarette allumé au visage pour le distraire, lui assène un coup de pied et dégaine un bokken pour lui porter un coup sec et précis à la tête. À cet instant, Hammer réalise qu'il n'est pas sur un ring avec règles et arbitres, mais en plein combat de survie, où tout objet peut devenir une arme mortelle. Jack essaie de riposter avec un coup de pied puissant. Motobe, révélant son arsenal caché, sort une épée de son dos et lui entaille profondément la cheville, compromettant la stabilité du géant. À ce moment, Jack mord férocement l'épaule de Motobe, risquant de lui arracher le bras. Cependant, en une seconde,
Les dents du géant se brisent et volent dans toutes les directions. Motobe porte un plastron en aramide, un matériau blindé de haute technologie. Et grâce à cette astuce, il a pris l'avantage décisif. Jack vient d'apprendre à ses dépens la différence entre un combattant et un guerrier. S'il ne peut pas surmonter les pièges de Motobe, il n'a aucune chance contre Musashi. Furieux et humilié, Jack attrape Motobe et lui assène une rafale de centaines de coups de poing, le coinçant contre un arbre. Mais le maître du jujitsu ne s'arrête pas. Dans un moment d'inattention, Motobe lui lance plusieurs kunai et déploie une chaîne avec laquelle il assène un coup dévastateur à la tête de Jack, réussissant à l'immobiliser complètement. Bien qu'il ait forcé Motobe à utiliser une partie de son arsenal mais n'a jamais approché la victoire. Maintenant, Jack doit se retirer vaincu, sans savoir que Motobe, en le battant, vient de lui sauver la vie d'une mort certaine aux mains de Musashi. Le lendemain matin, un bateau détruit et tordu comme du papier attire l'attention des autorités. Soudain, un crocodile préhistorique de plusieurs tonnes surgit de l'eau pour attaquer. Mais Pickle apparaît sur son dos, le saisit par la queue, et le traîne avec une force écrasante vers les profondeurs de l'égout. Musashi, observant tout à la télévision, reste fasciné et ordonne à Tokugawa de le conduire devant cette bête. Motobe reçoit l'information et se rend au même endroit, préparant une fin de saison explosive. Un triple affrontement palpitant entre la puissance de Pickle, la ruse de Motobe et la lame de Miyamoto Musashi.